Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, les règles là. Et merci bien. Aujourd'hui on va essayer, suite à la demande de certains de mes abonnés, de corriger le sujet de baccalauréat 2023, le sujet de remplacement du bac série S2 2023. Donc, j'ai reçu pas mal de demandes pour la correction de cette épreuve. Ici donc, sans plus tarder, on va commencer par l'exercice 1 qui nous dit ici, une étude sur une population constituée d'hommes et de femmes révèle que 45% des individus de cette population sont de teint clair. Parmi eux, 70% des femmes et 40% des hommes sont de teint clair. On choisit au hasard un individu dans cette population, on note son teint et on considère les événements suivants. F. L'individu choisi est une femme. C. L'individu choisi est de teint clair. Petit 1. Illustrer cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. Petit 2. Donner les probabilités P de C sachant F et P de C sachant F bar. Petit 3. Montrer que P de F égale 1 sixième. Petit 4. On choisit au hasard un individu de teint clair dans cette population. Déterminer la probabilité que cet individu soit une femme. Petit 5. Chaque semaine, on choisit au hasard un individu de cette population. Les choix sont supposés indépendants. Déterminer la probabilité qu'il y ait exactement 2 individus de teint clair parmi les personnes choisies en 4 semaines consécutives. Pour tout entier naturel n, on note Pn la probabilité qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies en n semaines consécutives. Montrer que P de n égale 1 moins, entre parenthèses 11 vingtième à la puissance n. Petit c, déterminer le nombre minimal de semaines nécessaires pour qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies avec une probabilité supérieure ou égale à 0,99. Donc là, la première question, on nous demande d'illustrer cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. Illustration donc. De la situation. Donc là, ici, on nous a dit que F c'est l'événement, l'individu est une femme, donc F bar, ça signifie que c'est pas une femme. Ces probabilités-là ne sont pas données. Par contre, on nous dit que si c'est une femme, on peut avoir un teint clair, bien, si c'est pas une femme aussi, on peut avoir teint clair ou teint qui n'est pas clair. Donc là, on nous a dit que 70% des femmes et 40% des hommes sont de teint clair. Donc ici, si c'est une femme, 70%, donc c'est 0,7. Et donc, l'autre probabilité, c'est 0,3. Et donc, si ce n'est pas une femme, on considère que c'est un homme. Donc ici, on a 0,4 et là, donc 0,6. Donc voilà l'arbre pondéré. À la deuxième question, on nous demande ici de donner les probabilités. Les probabilités P de C. P de C sachant F et P de C sachant F bar. P de C ici, on a donné ça. C'est 45 sur 100. C'est-à-dire, on avait dit ici, dès la première ligne, une étude sur une population constituée d'hommes et de femmes révèle que 45% des individus de cette population sont de teint clair. Donc, puisque C, c'est l'événement, l'individu choisi est de teint clair, et on a dit 45% des individus sont de teint clair,
Donc la probabilité P de C, c'est 45 sur 100 qui est égal à 0,45 si on veut. Et P de C, sachant F, P de C, sachant F, c'est ici. Donc c'est 0,7. Donc P de C, sachant F ici. C'est égal à 70 sur 100. Si vous voulez, c'est 7 sur 10. Ou bien 0,7. Et P de C, sachant F bar, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un individu de teint clair, sachant que c'est pas une fille, donc un garçon, c'est 0,4. Donc c'est 40 sur 100. Donc si vous voulez, c'est 2 cinquièmes. Ou bien 0,4. Donc P de C ici, c'est 45 sur 100. On peut simplifier par 5. Ça fait 9 sur 20, si on veut. P de C, sachant F, c'est 7 sur 10. Et P de C, sachant F bar, c'est 2 cinquièmes. Bien. À la troisième question, on nous demande de montrer que P de F égale à 1 sixième. Montrons que P de F égale 1 sixième. P de F, d'après l'arbre qu'on a ici, on sait que P de C, ce n'est rien d'autre que P de C sachant F multiplié par P de F, plus P de C sachant F bar multiplié par P de F bar. Donc on peut commencer par là pour dire que P de C égale P de C sachant F multiplié par P de F, plus P de C sachant F bar multiplié par P de F bar. En quelque sorte, c'est P de C inter F plus P de C inter F bar. Donc là, on a ici P de C sachant F multiplié par P de F plus P de C sachant F bar multiplié par le P de F bar ici, c'est 1 moins P de F. P de F bar, c'est 1 moins P de F. Donc ce qui va me donner ici P de C égale P de C égale. Là, P de C sachant F, on l'avait déjà calculé, c'était 7 dixièmes fois P de F, plus P de C sachant F bar aussi, on l'avait calculé, c'était 2 cinquièmes, facteur de 1 moins P de F. Donc on a ici 7 dixièmes, P de F, plus 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes de P de F. Donc on a ici P de C égale 7 dixièmes, si vous voulez, moins 2 cinquièmes P de F, plus 2 cinquièmes. Ce qui va nous donner ici P de F égale, donc c'est P de C moins 2 cinquièmes divisé par, là si on réduit au même dénominateur, le dénominateur commun, on peut prendre 10. Donc ça veut dire qu'on va multiplier là par 2 pour avoir ici 7 moins 4, ça fait 3 dixièmes. Ce qui donne donc P de F égale 10 facteur de P de C moins 2 cinquièmes sur 3. Donc P de F égale 10 facteur de P de C, on l'avait déjà calculé, c'était 9 sur 20 moins 2 cinquièmes, le tout sur 3. Et cela donne ici 10 facteur de. Là, on peut prendre comme dénominateur comme 20. Donc on va multiplier là par 4 pour avoir 8. Donc on aura ici 9 moins 8, ça fait 1 vingtième, le tout sur 3. Ce qui donne ici P de F égale. Là, on peut simplifier par 10 pour avoir donc 1 demi sur 3. Et ça, c'est 1 sixième. Donc ça veut dire que P de F égale à 1 sixième. À la quatrième question, on nous dit ici
On choisit au hasard un individu de teint clair dans cette population. Déterminez la probabilité que cet individu soit une femme. La probabilité d'avoir une femme, sachant que cet individu est de teint clair. Sachant que cet individu est de teint clair. Donc là, on demande P de F sachant C. P de F sachant C ici. P de F sachant C ici, c'est P de F inter C sur P de C. Donc là, c'est P de F multiplié par P de C sachant F sur P de C. On avait déjà calculé P de F. On avait aussi calculé P de C sachant F. Donc là, on a P de F sachant C égale à P de F, c'est 1 sixième. P de C sachant F, c'est 7 dixièmes. Divisé par P de C qui est égal à 9 vingtièmes. Ce qui donne ici 7 sur 60 sur 9 sur 20. Donc là, c'est 7 sur 60 multiplié par 20 sur 9. Donc si on simplifie, et on simplifie là aussi, il va nous rester 3 ici et 9 là. Donc P de C, P de F, sachant C ici égale à 7 sur 9 fois 3, ça fait 27. Bien. À la cinquième question ici, on nous dit chaque semaine, on choisit au hasard un individu de cette population. Les choses sont indépendantes. Déterminer la probabilité qu'il y ait exactement deux individus de teint clair parmi les personnes choisies en 4 semaines consécutives. Donc là, ici, nous avons une suite d'épreuves de Bernoulli. Donc, puisque l'épreuve est répétée 4 fois, et on a 2 issues seulement. C'est l'échec et le succès. Donc ici, on peut essayer de considérer P de C comme la probabilité du succès. Et la probabilité demandée est celle d'obtenir 2 fois, donc P de C sur 4 épreuves. Donc ici, on a petit a, la probabilité d'avoir 2 succès. Donc l'épreuve de Bernoulli, donc la probabilité c'est P2, si on peut l'appeler comme ça, égale, c'est C4,2, et puis P de C au carré, facteur de 1 moins P de C au carré. Donc au carré ici, parce que tout simplement c'est 4 moins 2. Donc P2 ici, c'est C4,2. P de C, on l'avait déjà calculé et c'était 9 sur 20. Je mets 9 sur 20 au carré. Facteur de 1 moins P de C, donc c'est 1 moins 9 sur 20 au carré. Donc cela donne ici P2 égale environ 0,37. Bien. Petit b, on nous dit ici pour tout entier n, on note Pn la probabilité qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies en n semaines consécutives. Montrez que P de n égale 1 moins
11 sur 20 à la puissance n. Donc là, on va choisir, soit je note E, l'événement, il y a au moins un individu de teint clair. Choisi en n semaines consécutives. Ce qui veut dire que E bar, c'est l'événement contraire. E bar, ça veut dire que il n'y a pas d'individu de teint clair dans les n semaines. Petit c, déterminer le nombre minimal de semaines, le nombre minimal de semaines. Pour que cette probabilité-là dépasse 0,99. Donc, ce que je vais dire, c'est que Pn est supérieur à, on a dit ici, pardon, supérieur ou égal. Donc, je mets ici supérieur ou égal à 0,99. Ce qui donne ici 1 moins 11 sur 20 à la puissance n supérieur ou égal à 0,99. Donc, on a ici moins 11 sur 20 à la puissance n supérieur ou égal à 0,99 moins 1. Donc, on a 11 sur 20 de tout puissance n, plus petit que, ou supérieur d'abord. Là, je calcule, ça fait moins 0,01. Donc, je peux changer les inégalités ici pour avoir 11 sur 20 à la puissance n, plus petit que 0,01. Et donc, on passe par ln pour avoir ici ln n, donc 0,01 sur ln de 11 sur 20. Pourquoi je change l'inégalité là? Parce que tout simplement ici, si vous regardez bien, on a 11 sur 20 et ln de 11 sur 20 est négatif. Ln de 0,01 aussi sera négatif, donc il faut changer l'inégalité. Donc pour faire le rapport de ça, ce qui nous donne ici n supérieur ou égal à, donc là on trouve 7,7. Donc le nombre minimal de semaines sera égal à 8. Puisque n est un entier. Le nombre minimal ici est 8 semaines consécutives. Voilà pour l'exercice 1. Passons maintenant à l'exercice 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé OUV d'unité graphique 1 cm. On note A, B et C les points de P d'affixes respectifs z de A égale 2 plus 5i, z de B égale 5 moins 4i, z de C égale moins 1 moins 4i. Placez les points A, B et C dans P.
Petit 2, calculer les distances AB, AC et BC, puis en déduire la nature du triangle ABC. Petit 3, soit D, le point P d'affixe Z de D, égale 2 moins 4i. Placez le point D dans P. P, c'est le plan. Ici, calculer Z de A moins Z de D sur Z de B moins Z de D. En déduire la nature du triangle ADB. Petit 4, soit C, le cercle circonscrit au triangle ADB. Déterminer l'affixe du centre J de C et calculer son rayon R. Et petit B, préciser, petit 5, soit E le symétrique de D par rapport à J. Petit A, déterminer l'affixe de E et montrer que E appartient à C. Précise la nature du quadrilatère AEBD en justifiant la réponse. Donc on va d'abord commencer par placer les points. On trace d'abord le repère. Là on a Z de A égale 2 plus 5i. Z de B égale à 5 moins 4i. Z de C égale moins 1 moins 4i. Donc on va tracer d'abord le repère. Voilà. Donc ici on avait A d'affixe 2, 5i. Donc 2 c'est là, 5i. Donc ici c'est comme ça. Le point A est là. Le point B c'est 5 et 4i. Et moins 4i, pardon. 5 est là. Moins 4 c'est ici. Donc 5 là. Point B. Et le point C c'est moins 1, moins 4i. Moins 1, moins 4i. Donc c'est ici. Bien. On nous demande maintenant de calculer les distances. Calculons les distances. La distance AB d'abord. AB c'est égal à module de Z de B moins Z de A. Donc c'est module de Z de B c'est 5 moins 4i. Z de A c'est 2 plus 5i. Donc c'est 5 moins 4i moins 2 moins 5i. C'est le module de 3 moins 9i. Et ça c'est égal à racine carrée de 3 au carré plus moins 9 au carré. Donc AB égale ici à racine de, là 3 au carré c'est 9. 9 au carré c'est 81, donc c'est racine de 90. La distance maintenant AC. AC donc c'est Z de C moins Z de A module. Z de C ici c'est moins 1 moins 4i. Moins Z de A donc c'est 2 plus 5i. Ce qui donne ici moins 1 moins 4i
moins 2, moins 5i. Donc, c'est le module de moins 3, moins 9i. Et ça, c'est égal à racine carrée de moins 3 au carré plus moins 9 au carré. Donc, AC aussi, c'est racine de 90. BC, c'est module de Z de C moins Z de B. Donc, c'est égal à ici. Z de C, c'est moins 1, moins 4i, moins Z de B, donc c'est 5 moins 4i. Ce qui donne ici, module de moins 1, moins 4i, moins 5, plus 4i. Donc, on a ici, module de moins 6, ça fait 6. Donc, BC égale à BC égale 6. En déduire la nature du triangle ABC. On remarque ici que nature de ABC. On remarque là que AB égale AC. AB égale AC. Donc, ABC est un triangle isocèle. Est un triangle isocèle. En A, si vous voulez. Bien. On nous donne maintenant le point D. Le point D d'affixe Z de D égale à 2 moins 4i. Et à la première question, petit a ici, je veux dire, on nous demande de placer le point D. Plaçons le point D. Alors, pour cela, voir figure. Donc, le point D ici a pour affixe 2 et moins 4. 2 est là, moins 4 ici. Donc, 2 et moins 4. Le point D est là. Calculez Z de A moins. Calculons Z de A moins Z de D sur Z de B moins Z de D. Donc, Z de A moins Z de D. Z de A moins Z de D sur Z de B moins Z de D égale. Là, donc, on remplace les affixes. Z de A, c'était 2 plus 5i. Moins Z de D, c'est 2 moins 4i. Divisé par Z de B, c'est 5 moins 4i. Moins Z de D, toujours 2 moins 4i. Donc, cela donne ici 2 plus 5i. Moins 2 plus 4i sur 5 moins 4i moins 2 plus 4i. Donc, on peut simplifier ça et ça. Là aussi, on peut simplifier ça et ça pour avoir au numérateur 9i, au dénominateur sur 3. Ça veut dire ici qu'on a 3i. Donc, Z de A moins Z de D sur Z de B moins Z de D égale à 3i. On déduit la nature du triangle ADB. Nature du triangle ADB. Nature de ADB. Donc là, on a Z de A moins Z de D sur Z de B moins Z de D égale 3i. On peut regarder l'argument. L'argument de Z de A moins Z de D sur Z de B moins Z de D, ce n'est rien d'autre que l'argument de 3i. Et là, l'argument ici, c'est l'angle DB, DA, qui est égal à donc pi sur 2 modulo 2pi. Donc, ADB est un triangle rectangle
en D. ADB est un triangle rectangle en D. Direct, si vous voulez même, parce que l'angle est droit et positif ici. Bien, petit 4. On dit ici, soit C, le cercle circonscrit au triangle ADB. Déterminer l'affixe du centre J de C et calculer son rayon. Alors, si C est un cercle circonscrit au triangle rectangle, ici je précise ADB en D, alors le milieu de C ou le centre de C est, ici on peut dire centre, et le point I, ou est le point O si on veut, et le point I d'affixe Z de I égale, donc le milieu donc sera, ou le centre sera le milieu de l'hypoténuse. Et l'hypoténuse ici c'est AB. Donc Z de I ce n'est rien d'autre que Z de A plus Z de B sur 2. Et Z de A plus Z de B sur 2, donc c'est 2 plus 5I plus 5 moins 4I sur 2. Donc l'affixe du centre ici c'est 2 plus 5 ça fait 7. Et là ça fait 1. Donc c'est I sur 2. Donc ici Z de I, le centre du cercle, c'est 7 demi plus 1 demi de I. Voilà l'affixe du centre. Et le rayon, ce n'est rien d'autre que la distance IB ou bien la distance IA. Donc ici, le rayon R égale à Z de A moins Z de I, le module. Sinon, si vous voulez, c'est la distance AB sur 2. R égale AB sur 2. Et je pense que c'est plus rapide. On avait déjà calculé la distance AB qui nous avait donné racine de 90. Et donc, on a ici racine de 90 sur 2. Donc, AB ici sur 2. Racine de 90 sur 2. Donc, on peut avoir ici 3 racines de 10 sur 2. Voilà donc le rayon du cercle. Bien. On nous dit à la 5e question, soit E, le symétrique de D par rapport à J. Déterminer l'affixe de E et montrer que E appartient à C. Soit E, le symétrique de D par rapport à J. Bon, J, moi j'ai cru lire I. Donc j'avais noté I comme le milieu. J n'est rien d'autre que I. J c'est I. Donc, puisque E est le symétrique de D par rapport à J, qui est le centre, que j'avais noté I au départ, donc là on va dire que Z de J égale à Z de D plus Z de E sur 2. Parce que si E et D sont symétriques par rapport à J, alors J est le milieu de DE. Et donc si J est le milieu de DE, ça veut dire que Z de J égale à Z de D plus Z de E sur 2. Ce qui veut dire ici que 2Z de J égale à Z de D plus Z de E. Ce qui donne ici Z de E égale à 2 Z de J moins Z de D. Donc ça veut dire ici que Z de E
l'affixe du point E, ce n'est rien d'autre que 2. Z de J, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Z de I. Donc, on a ici 7 demi plus 1 demi de I moins Z de D qui était égal à 2 moins 4I. 2 moins 4I. Donc, ce qui veut dire que Z de E égale à... Là, on peut simplifier les deux pour avoir ici 7 plus I moins 2 plus 4I. Ça veut dire ici que Z de E égale 7 moins 2, ça fait 5. Et I plus 4I, ça fait 5I. Donc, E a pour affixe 5i, 5 plus 5i. Préciser la nature ou bien même montrer d'abord que E appartient à C. E appartient à C. E appartient à C. C'est seulement si le rayon est égal à JE, c'est-à-dire que si la distance entre JE et E est égale à R. Donc, je vais calculer JE pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est Z de E moins Z de J. Donc, ça donne ici, module de Z de E, c'est 5 plus 5i, moins Z de J, c'était 7 demi plus 1 demi de I. Égale ici, 5 plus 5i, moins 7 demi moins 1 demi de I. Donc, si on réduit au même dénominateur, on se retrouve avec JE égale, c'est le module 2. Là, je multiplie par 2, ça fait 10, donc c'est 3 demi ici. Et là, je multiplie par 2 aussi, ça fait 10. 10 moins 1, ça fait plus 9 demi de I. Donc là, on a JE égale, JE ici égale, JE égale, racine carrée de 9 demi. Pardon, je commence par 3 demi, si vous voulez. Mais je pouvais mettre aussi 9 demi. 9 demi au carré ici, 3 demi au carré. Ce qui donne ici JE égale à racine carrée de 9 quarts plus 81 quarts. Ce qui donne ici racine de 90 sur 4. Donc JE égale à 3 racines de 10 sur 2 qui était égal au rayon. Donc ça veut dire que donc E appartient à C. À la dernière question ici, petit b, on nous demande la nature de A, E, B, D. Alors, on sait déjà que les diagonales AB et ED se coupent en leur milieu J. Donc ça veut dire que AEBD est un parallélogramme de base. Or, on savait déjà aussi que ADB est un triangle rectangle en D. Alors, je vais regrouper ces données-là. ADB, triangle rectangle en D, n'est-ce pas? E, le symétrique de D par rapport à J. J, je rappelle aussi que c'est le milieu que j'avais noté I au départ. Donc, de ces deux-là, on peut dire que A, E, B, D est un rectangle. Et si vous regardez la figure aussi, vous allez voir que AEBD est un rectangle. Voilà l'exercice 2. Et donc l'exercice 3 ici, c'est tout simplement un exercice de question de cours. On nous demande ici de donner les limites suivantes. Alors là, on a dit soit A un nombre rationnel, strictement positif, et N un entier naturel. Donner les limites suivantes. Là, on ne nous demande pas de justifier, on ne nous demande pas de calculer, mais juste de donner les limites. Et ça, si vous faites une petite remarque, c'est juste les limites usuelles que vous avez déjà vues dans le programme de terminal S2. Donc là, les limites quand x tend vers 0 plus de x à la puissance alpha ln de x. Là, c'est 0.
limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance alpha, là c'est 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x à la puissance alpha, là c'est plus l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n expo de x, ça c'est 0. Donc voilà les 4 limites qu'on avait demandées. On nous demande juste de donner les limites, pas de les calculer. Donc on avait déjà dans notre programme, dans le cours, les limites usuelles. On va maintenant regarder le problème. À la partie A ici, on nous dit soit g est la fonction définie sur R par g de x égale, entre parenthèses 1 plus x, expo de x, moins 1. Petit 1, étudier les limites de g en plus l'infini et en moins l'infini. Calculer g' de x puis étudier son signe. Petit 3, dresser le tableau de variation de g. Petit 4, calculer g de 0 et en déduire le signe de g. Donc, à la première partie, g de x égale 1 plus x, expo de x, moins 1. La première question, c'est d'étudier les limites de g en plus l'infini et en moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x. Ça, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x. Ça, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1. Ça, c'est moins 1. Donc, en regroupant tout ça, par somme et produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. J'ai parlé de produit parce qu'ici, les deux là, c'est un produit. Donc, 1 plus x, le tout multiplié par expo de x, plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. J'ai mis la somme parce qu'il y a ici moins 1, donc on rajoute moins 1, plus l'infini plus moins 1, ça fait plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. La limite en moins l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de... Là, je préfère développer. Pourquoi je préfère développer? Parce que dès l'instant que je regarde, je sais que j'aurai une forme indéterminée. Parce que j'aurai moins l'infini fois 0. Moins l'infini fois 0, c'est-à-dire... Ici, si je calcule cette limite-là en moins l'infini, je vais avoir moins l'infini. Alors que la limite de exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Donc, je risque d'avoir infini fois 0 qui est une forme indéterminée. Donc, dès le départ, ici, je peux développer et ensuite séparer les limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de expo de x, ça c'est 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de x expo de x, c'est 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de moins 1, c'est moins 1. Donc là, par somme, limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à moins 1. Je devais aussi énoncer la composition de fonctions, mais on sait déjà que la fonction exponentielle est une fonction composée. Donc, par somme, par composé, etc. et tout, on peut directement trouver les limites. Mais sachez que la fonction exponentielle est une fonction composée, comme la fonction ln aussi. Donc là, on demande à la deuxième question de calculer g' de x, puis d'étudier son signe, g' de x et son signe. Donc g de x qui est égal à x plus 1 ou bien 1 plus x, c'est la même chose. Et dérivable sur R.
c'est dérivable sur R comme produit, comme somme, comme composé de fonctions dérivables sur R. Parce que la fonction exponentielle est dérivable sur R, la fonction x plus 1 est dérivable sur R. Donc ici, le produit sera dérivable sur R avec moins 1, donc c'est dérivable sur R. De dériver ici, g' de x égale à, là on le considère comme un produit, donc c'est u fois v, c'est u', v, donc c'est expo de x qui reste ici, plus v', donc x plus 1, expo de x revient, et puis moins 1, la dérivée d'une constante, elle est nulle. Là j'ai mis 1, parce que x plus 1, sa dérivée c'est 1, multiplié par e de x, et là maintenant je dérive e de x qui est égal à e de x lui-même, et multiplié par u de départ, donc c'était x plus 1, ce qui donne ici g' de x égale, si on factorise par exponentielle, 1 plus x plus 1, le tout exponentiel de x, ce qui donne ici x plus 2 exponentielle de x. G' de x donc, voilà donc la dérivée g' de x. On va étudier son signe. Étudions le signe de g' de x. Alors là, on sait que quel que soit x appartenant à R, expo de x est positif. Donc, le signe de g' de x est tout simplement le signe de x plus 2. Donc, on va poser ici x plus 2 égale 0. Posons x plus 2 égale 0, ce qui nous donne ici x égale à moins 2. Donc, si on fait un petit tableau de signes, x plus 2 ici, moins 2, plus l'infini, moins l'infini, on a ici plus et moins. Donc, ça veut dire que g' de x est positif sur moins 2 plus l'infini, et g' de x est négatif sur moins l'infini, moins 2. Là, maintenant, on nous demande de dresser le tableau de variation de f ou de g. Le tableau de variation de g. Le tableau de variation de g. On a déjà les signes de g, donc on peut mettre ici x, g' de x, ensuite g de x ici, moins l'infini plus l'infini, moins 2 ici. Donc c'est plus ici et négatif là. C'est décroissante ici et croissante là. La limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. La limite en moins l'infini, on avait trouvé, moins 1. Et g de moins 2 va nous donner ici moins e de moins 2, moins 1. Voilà le tableau de variation de g. Petit 4, on nous demande de calculer g de 0. G de 0, c'est 1 plus 0 exponentielle de 0 moins 1. Et ça, c'est 1 moins 1, donc c'est 0. Donc g de 0 égale à 0. Et on déduit le signe de g. G de 0 étant égal à 0, donc si on pouvait placer ici 0, on allait mettre ici 0 et là 0. Donc si vous regardez le tableau de variation, g de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 et positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, on n'a que des nombres négatifs ici. Des nombres négatifs, pardon. Et là, on n'a que des nombres positifs ici. Ce qui veut dire ici que d'après le tableau de variation, g de x est positive sur 0 plus l'infini et g de x est négative sur moins l'infini 0. À la partie B,
on nous donne ici f de x égale à x facteur de expo de x moins 1 si x inférieur ou égal à 0 et x sur ln de x si x est supérieur à 0. Donc là, on nous dit soit f, la fonction définie par f de x égale x facteur de expo de x moins 1 si x inférieur ou égal à 0, x sur ln de x si x supérieur à 0. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IJ, d'unité graphique 1 cm. Démontrer que l'ensemble de définitions de f de f est R privé de 1. Étudier la continuité de f en 0. Étudier la dérivabilité de f en 0. Et interpréter géométriquement les résultats obtenus. Petit 4. Étudier les limites de f aux bornes de f et interpréter graphiquement si possible les résultats obtenus. Petit 5. Préciser la nature des branches infinies de CF. Petit 6. Petit a. Calculer f' de x sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini privé de 1. Petit b. Étudier le signe de f' de x sur d de f. Petit 7. Dresser le tableau de variation de f. Petit 8. Construire CF et ses asymptotes. Soit alpha en petit 9 un réel strictement négatif. Déterminer l'aire A alpha exprimée avec l'unité d'aire de la partie du plan comprise entre la courbe CF, la droite d'équation y égale moins x, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale alpha. Petit b, en déduire la limite quand alpha tend vers moins l'infini de a de alpha. Donc là, on nous demande d'abord de montrer que d de f égale à R privé de 1. Démontrons que d de f égale R privé de 1. F de x existe si et seulement si alors pour le premier ici, x appartient à R et x inférieur ou égal à 0, ou bien pour le deuxième ici, ou pour la deuxième fonction, pardon, on a x supérieur à 0, ln de x est différent de 0. Donc ici, on a x qui est inférieur ou égal à 0. Là, ln de x différent de 0, ça veut dire que x est différent de 1. Donc là, on a d de f, la réunion des deux. d de f moins l'infini 0 ici, union 0 plus l'infini privé de 1. Si vous voulez aussi, vous pouvez dire d'abord soit f1 de x égale à cette fonction, vous déterminez df1. Vous dites soit f2 de x, la fonction là, vous déterminez df2. Après, vous faites la réunion des deux pour avoir d de f, c'est-à-dire df1 union df2. Donc là, c'est d de f égale à moins l'infini 1 union 1 plus l'infini qui n'est rien d'autre que R privé de 1. Petit 2 ici, étudier la continuité de f en 0. Continuité de f. La continuité de f en 0. Donc on va d'abord calculer f de 0. f de 0, je vais calculer ça avec la première fonction, parce que c'est là-bas où l'inégalité est large. Donc ça, c'est égal à 0. La limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de x facteur de expo de x moins 1, et ça aussi c'est 0. Ça veut dire que f est continu en 0 moins ou bien à gauche de 0. Je détermine maintenant, ou j'étudie la continuité en 0 plus. Là, on a la limite quand x tend vers 0 plus de x sur ln de x. Limite quand x tend vers 0 plus de x, c'est 0. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc par quotient ici, limite quand x tend vers 0 plus de f de x aussi, c'est 0. Ça veut dire que f est continu en 0 plus.
f étant contenu en 0 plus et en 0 moins, donc on peut conclure que limite de f en 0 moins égale limite de f en 0 plus égale f de 0 égale à 0. Donc, f est continu. F est continu en 0. On va maintenant regarder la dérivabilité à la question suivante. La troisième question. La dérivabilité en 0. Limite quand x tend vers, on va regarder à gauche d'abord, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0 moins de x facteur de expo de x moins 1 sur x, vu que f de 0 égale 0. Donc là, on peut simplifier ça et ça pour avoir ici la limite quand x tend vers 0 moins de expo de x moins 1 qui est égal à expo de 0 moins 1, donc c'est 0. Ça veut dire ici que f est dérivable en 0 moins ou à gauche de 0. On va regarder maintenant la dérivabilité à droite. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x sur ln de x, le tout sur x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln de x. Si on simplifie le x là et ce x là. Alors, ça, c'est égal à 0 parce que la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. On aura ici 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc, f est dérivable. F est dérivable en 0 plus. On remarque ici que la dérivabilité à gauche de 0 est égale à la dérivabilité à droite de 0. Et c'est égal à 0. Donc, on peut conclure que f est dérivable. F est dérivable en 0. Et donc, ici, pour l'interprétation, on va tout simplement dire ici que f admet une tangente au point d'abscisse 0 et la tangente elle est horizontale. CF admet au point d'abscisse x0 égale 0 une tangente horizontale. Voilà. À la quatrième question, on demande ici d'étudier les limites aux bornes de DDF. Les limites aux bornes. Quatrième question, les limites aux bornes. La limite en moins l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Ici, en moins l'infini, c'est x facteur de expo de x moins 1. Donc là, on peut développer x expo de x moins x. Et donc ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x expo de x. Ça, c'est 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins x. Ça, c'est plus l'infini. Donc, par somme, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonction exponentielle est une fonction composée. Là aussi, on a x expo de x qui est un produit, mais c'est une limite usuelle aussi, donc on peut directement aller au résultat. Et la somme ici, c'est 0 et plus l'infini. Donc, la limite maintenant en plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x. Et on sait déjà que la limite usuelle, c'était la limite de ln de x sur x qui donnait 0. Donc là, on a la limite de
x sur ln de x. On peut voir ici que on peut le réécrire comme la limite quand x tend vers plus l'infini de, je peux l'écrire comme 1 sur ln de x sur x. Donc là, si je multiplie par l'inverse, je retrouve encore x sur ln de x. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1, c'est 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0 moins. Donc par quotient ici, par quotient, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, vous allez trouver ici 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Bien. Alors, on va maintenant regarder les limites en 1 moins et en 1 plus. Limite en 1 moins et en 1 plus. Limite quand x tend vers 1 moins de f de x. La limite quand x tend vers 1 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 1 moins de x sur ln de x. Alors, le numérateur donne 1. Le dénominateur maintenant, on a ici 1 moins de ln de x. On peut faire un petit tableau de signes avant de mettre le résultat. Donc, si on avait ici x, et là on met ln de x, on met ici 1 plus l'infini. Là, c'est défini sur 0 plus l'infini, donc c'est positif ici et négatif là. On sait que la fonction ln de x est négative sur l'intervalle 0, 1 et positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, en 1 moins, là, on a 0 moins. Ce qui va nous donner ici, limite donc, quand x tend vers 1 moins de f de x égale 1 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. De la même manière, donc, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de x sur ln de x. Par analogie ici, on va trouver 1 toujours sur 0 plus cette fois-ci parce qu'on est en 1 plus. Donc, ça sera plus l'infini ici. Conclure ici que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale à CF en plus l'infini et en moins l'infini. La cinquième question, on nous demande ici de préciser la nature des branches infinies. Nature des branches infinies. Nature des branches infinies. La limite en moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de f de x sur x en moins l'infini. Limite de f en moins l'infini égale plus l'infini. Donc, on va calculer maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de expo de x moins 1, le tout sur x. On simplifie ça et ça. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de expo de x moins 1. Et la limite de expo de x en moins l'infini, c'est 0. Donc on aura ici moins 1. On va maintenant calculer la limite de f de x moins ax. Ça, c'est la valeur de a. Pour essayer de trouver b ou bien pour essayer de trouver autre chose en tout cas. Donc ici, a égale 1 ou a égale moins 1. On va maintenant calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax. F de x moins ax. Et ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, donc c'est x facteur de expo de x moins 1 moins ax, donc c'est plus x ici. Ce qui va nous donner ici la limite quand x tend vers moins l'infini de x expo de x moins x plus x. Donc c'est de la sorte, on se retrouve avec la limite quand x tend vers moins l'infini de x expo de x qui est égal à 0. Et ça, c'est la valeur de b. Donc ici, on peut conclure que donc la droite D
d'équation y égale à moins x est une asymptote oblique à CF à moins l'infini. Alors, la limite en plus l'infini, on avait trouvé l'infini aussi. Limite de f en plus l'infini égale plus l'infini. On va aussi calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, de tout sur x. Je peux simplifier toujours ça et ça. Donc, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur ln de x, qui est égal à 0. Donc ici, CF admet une branche parabolique de direction x' en plus l'infini, ou de direction OX tout simplement. Petit 6, petit a, calculer f' de x sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini privé de 1. Donc les dérivés. Petit 6a. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, g de x, ou f de x, pardon, c'est x facteur de expo de x moins 1. Donc la dérivée ici, c'est le produit ici. Donc u fois v, c'est u'v, f' de x, donc c'est 1 facteur de expo de x moins 1, plus v'u, donc c'est expo de x multiplié par x. Ce qui donne ici f' de x égale expo de x moins 1 plus x expo de x. Donc f' de x, si je factorise par expo de x ici, j'aurai 1 plus x expo de x moins 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que la fonction g dans la partie a. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini privé de 1, f de x, je rappelle que c'est x sur ln de x. Et là, c'est le quotient u sur v. Donc f' de x, je vais dériver d'abord x qui est égal à 1, donc multiplié par ln de x. Moi, je dérive ln de x qui est égal à 1 sur x, je multiplie par x, le tout sur ln de x au carré. Donc ça veut dire ici que f' de x égale à ln de x, là je simplifie, moins 1 sur ln de x au carré. À la question petit b, on me demande d'étudier le signe de f' de x. Le signe de f' de x sur d de f. On va d'abord regarder sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Sur moins l'infini 0, sur moins l'infini 0, f' de x, on a dit que c'est g de x. C'est g de x. G de x dans la partie A, or g de x inférieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça, c'était dans la partie A. Dans la partie A, on avait déjà g de x qui était négative sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur 0 plus l'infini, on a f' de x et du signe de ln de x moins 1. Car, quel que soit x appartenant à cet intervalle, 0 plus l'infini, ln de x, le tout au carré, est positif. Donc le signe dépend du numérateur. On peut poser ici, posons, ln de x moins 1 égale 0. Ce qui veut dire qu'ici, on a ln de x égale à 1. Donc x égale à
x égale E. Donc, si vous regardez le tableau de signes, vous allez avoir ici ln de x moins 1. On met ici 0, E ici, plus l'infini là. Donc là, on a un plus et un moins ici. Ça veut dire que donc c'est négatif sur l'intervalle 0 et 1, 0 et E, et positif sur l'intervalle E plus l'infini. Donc n'oublions pas que le domaine de définition ici, ce sera privé de 1. Donc si vous voulez ici, vous allez mettre ici 1. Donc en quelque sorte, c'est négatif sur 0, 1 et 1E, et positif sur E plus l'infini. Donc ici, le tableau de variation à la question 7, le tableau de variation en découle. Le tableau de variation. Donc là, vous avez ici x, f' de x, f de x là, moins l'infini plus l'infini. Donc on va mettre ici 0, 1 et E. 1 c'est le domaine de définition. La fonction est dérivable en 0. La fonction s'annule en E. Donc on a ici plus, moins ici et moins là. Ce qui donne ici. Donc on passe par 0 pour venir jusqu'à moins l'infini. La limite en moins l'infini, on avait plus l'infini. Et là, maintenant, on descend ici et puis on monte là. La limite en plus l'infini, on avait plus l'infini. La limite en 1 plus, on avait plus l'infini. F de E, ce n'est rien d'autre que E sur ln de E. Et E sur ln de E, c'est E. Donc F de E égale à E. Voilà donc le tableau de variation de F. Petit 8, on nous demande de construire CF. Petit 8, construction de CF. Et ses asymptotes, bien sûr. Alors là, il faudrait maintenant tracer l'asymptote oblique y égale à, c'était y égale à moins x, donc on va choisir des valeurs. Si x égale 0, y c'est 0. Si x égale 1, y c'est moins 1. 0, 0 c'est ici. 1 et moins 1, donc 1 et moins 1 c'est là. Donc l'asymptote oblique sera ici. Voilà. Et on a aussi l'asymptote verticale, qui passe par 1. L'asymptote verticale ici. X égale 1. Et là, c'était notre D. Maintenant, la courbe, d'après le tableau de variation, va quitter moins l'infini plus l'infini ici, en suivant donc l'asymptote oblique, passer par 0 pour descendre vers moins l'infini en suivant l'asymptote verticale. Et là, on va quitter l'asymptote verticale en plus l'infini, venir jusqu'au point de coordonnées EE, et puis d'aller vers plus l'infini. Le point de coordonnées EE, E environ c'est 2,718, donc 2,7 ici, et 2,7 là. Donc, le point minimum ici. Donc là, on va avoir ça. Et puis on descend. Ensuite, on quitte le point ici pour remonter. Et ensuite,
avoir la branche parabolique de direction OX. Donc voilà, safe. Bien, maintenant à la question 9, on dit soit alpha un réel strictement négatif. 9, alpha un réel négatif. On demande maintenant ici de déterminer l'aire à alpha exprimée avec l'unité d'air de la partie du plan comprise entre la courbe, la droite d'équation y égale moins x, l'axe des ordonnées, et la droite d'équation x égale à alpha. Donc ici, à alpha ici, c'est l'intégrale de alpha à 0 de moins x moins f de x dx. Donc multiplié par unité d'air, multiplié par l'unité d'air. L'unité d'air ici, c'est égal à 1, parce que là, on a pris 1 cm et on a un repère orthonormé. Donc 1 fois 1, c'est 1. Donc ça veut dire ici qu'on a A alpha égale, c'est l'intégrale donc de alpha à 0 de moins x facteur de expo de x moins 1 dx. Ce qui va donner ici, A alpha égale, donc là c'est alpha à 0 ici, moins x expo de x plus x dx. Je peux simplifier ça et ça pour avoir ici à la fin donc l'intégrale de alpha à 0 moins x expo de x dx. Donc si vous voulez, vous faites sortir le signe moins pour avoir ici alpha 0 x expo de x dx. Sinon vous l'intégrez comme ça. Et là donc on peut échanger les bornes pour avoir ici 0 à alpha x expo de x dx. Ça c'est une propriété du cours. Donc si vous avez un signe moins, vous pouvez échanger les bornes, c'est-à-dire b devient a et a devient b, et vous intégrez donc en éliminant le signe moins qui est là. Donc là, on va intégrer cette intégration là. Donc ici, on a a alpha qui est égal à l'intégrale de 0 à alpha x exponentielle de x dx. On va intégrer par partie ici. Intégrons par partie. Là, donc, on pose u égale à x, v' égale à expo de x. Ce qui donne ici u' égale à 1 et v égale à expo de x. Ça ne change pas. Donc, a de alpha, ce n'est rien d'autre que u fois v, c'est-à-dire donc x expo de x de 0 à alpha, moins l'intégrale de u'v ici, c'est expo de x dx, donc de 0 à alpha. Donc là, on va avoir ici alpha expo de alpha, moins 0 fois, si vous voulez, j'écris ça, moins, ici, la fonction exponentielle a pour primitive exponentielle de x lui-même. Donc ça veut dire qu'ici, on a exponentielle de x, donc de 0 à alpha. Ce qui donne ici alpha exponentielle de alpha. 0 et 1, c'est 0. Donc moins ici, je vais avoir expo de alpha plus expo de 0. Parce que là, on va avoir expo de alpha moins expo de 0. Donc moins expo de 0 avec le signe moins là, ça donne plus expo de 0. Ce qui donne ici donc alpha expo de alpha moins expo de alpha plus 1. Donc on a l'air ici à alpha égale à alpha moins 1 expo de alpha plus 1. N'oublions pas que l'air doit être positif. Donc ceci, c'est en valeur absolue, normalement. Donc l'air est positif, donc ça veut dire que c'est en valeur absolue. Alors, à la question petit b, on nous dit de trouver la limite quand alpha tend vers moins l'infini de a de alpha. Donc, la limite quand alpha tend vers moins l'infini de a de alpha. Limite quand alpha tend vers moins l'infini de a de alpha, c'est la limite quand alpha tend vers moins l'infini de alpha exponentielle de alpha
moins, c'était quoi encore? Moins alpha, moins exponentielle de alpha plus 1. Et cette limite-là, c'est égal à 1, parce que cette limite-là est égale à 0, celle-là aussi c'est 0, donc il va rester 1. Voilà donc la limite quand alpha tend vers moins l'infini de... Limite quand alpha tend vers moins l'infini de a de alpha égale à 1. Voilà, c'était tout pour cette épreuve. Si vous avez aimé la correction, merci de laisser une pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.